Madame, Messieurs, merci de suivre ce magazine Kiosque. Bon début de semaine à tous. Nous sommes aujourd'hui lundi 10 juillet 2023, nouvelle semaine avec des nouvelles informations. Alors ce matin, l'actualité en République démocratique du Congo, c'est les nominations dans une entreprise publique. Il y a des nouvelles têtes, certains noms reviennent, et puis il y a des femmes qui ont été nommées au niveau par exemple de pour la promotion de la culture. On a nommé la chanteuse, l'artiste Barbara Kanam. Alors nous allons analyser ces nominations avec nos invités. Autre sujet d'actualité, c'est l'interview que le chef de l'État a accordée à son porte-parole le week-end. Le chef de l'État a répondu encore, Tina Salama, aux préoccupations des internautes. Le chef de l'État a par exemple critiqué le secteur de la justice. Il a exprimé sa déception par rapport au secteur de la justice en République démocratique du Congo, son regret par rapport à la rupture de la coalition FCC Cash, sa satisfaction par rapport à la gratuité de l'enseignement et au sujet de la répression des manifestations de l'opposition, par exemple. Il dit qu'il ne faut pas continuer confondre la démocratie à l'anarchie. S'il était dictateur, ce qu'il disent ne serait pas en République démocratique du Congo. Guerre à l'Est, il indique qu'il faut continuer avec la pression diplomatique et au sujet de son déplacement ou d'aller s'installer à l'Est, il dit que la technologie a évolué, il peut gérer la situation à partir de là où il est. Voilà, si on résumait l'interview que le chef de l'État a eu avec son porte-parole, Tina Salama. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Autre sujet d'actualité, c'est la déchéance du président de l'Assemblée provinciale, Godé Poyi. Ce dernier, semble-t-il, a saisi la Cour constitutionnelle contre sa décision qu'il juge irrégulière. Et nous allons analyser cette déchéance de Godé Poyi qui dénonce notamment la déchéance irrégulière, je l'ai dit, et des détournements de fonds par le gouvernement provincial de Kinshasa. Vous allez lire les commentaires avec nos invités qui sont à deux. Christian Moulika sera face ce matin à Pascal Oonje. Bonjour Christian. Bonjour madame, et merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Votre co-débatteur, c'est Pascal Oonje. Bonjour Pascal Oonje. Bonjour Gisèle Etoko, merci pour votre invitation. Bonjour également à nos différents téléspectateurs. Nous voici une fois de plus, comme c'est chaque lundi. Et chaque lundi nous sommes là et nous allons continuer avec la même gymnastique. Voilà, Pascal, je croyais même entendre votre nom dans ces dernières nominations. Non mais, en tout cas j'ai eu plusieurs interpellations, j'ai eu beaucoup d'appels. J'ai eu l'impression que beaucoup de gens attendaient que mon nom sorte. C'est l'impression que j'ai eue. Moi également. D'autres me disent, mais tu t'es trop battu, qu'est-ce qui se passe? Bon, mais tout dépend du temps que le chef de l'État estime être bon pour chacun de nous. Et ceux qui sont sortis aujourd'hui, hier n'étaient pas sortis, ils sont sortis aujourd'hui. Et ceux qui ne sont pas sortis aujourd'hui, prochainement aussi, ils vont sortir. Je ne pense pas que ça pose problème. Il est vrai que on voudrait bien que je sois quelque part pour couronner ce que nous avions fourni comme effort depuis très longtemps. Il est vrai que dans l'engagement du côté de la presse pour les journalistes, je suis parmi les gens qui ont occupé le premier rang, ça c'est vrai. Mais bon, chaque chose a son temps. Il faut encore un peu de patience. Mais à cela, chaque chose a son temps. Ça va venir. Ça va venir, vous patientez. Ouais. Voilà. Alors, on reste dans ces nominations avec vous, Pascal Oonje. Il y a eu des noms. La nomination, c'était le chef. L'ordonnance présidentielle a été rendue publique samedi, allais-je dire. Quel est votre commentaire? J'ai constaté, substantiellement, je ne m'y attendais pas, au fait. Je pensais que beaucoup de ces entreprises avaient déjà eu leurs ordonnances il y a quelques jours passés ou quelques temps passés, mais j'étais, moi, de mon point de vue, un peu surpris. Alors, nous avions vu des noms de ceux qui, en fait, depuis toujours, occupent des fonctions d'État. Et lorsque les noms sont sortis, j'ai eu l'impression que la population n'a pas été contente. Je ne vais pas citer les noms ici. Ils sont PCA, 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 et la population n'a pas été contente. J'ai aussi apprécié quelques intégrations
de nouvelles têtes. Entre autres ici, de mon confrère, frère et ami, Paulo Diakessé, GME, et d'autres personnes également. Mais ce qui est important dans tout ce qu'on fait, c'est qu'il faut un choix souvent très rationnel et judicieux. Pourquoi? Parce que l'économie dont on parle ici, si on ne saura pas envoyer des gens capables dans des entreprises, dans des sociétés, des gens avec des morales équilibrées, capables aussi à travers leur connaissance du travail à pouvoir nous produire, et ce qui est important, on ne sera pas générer des recettes au pays. Je pense, de mon point de vue, qu'à chaque fois, il faut tenir compte de ces conditions pour qu'on envoie tel autre à tel autre endroit. Et je crois de cette manière-là que nous aurons des sociétés qui vont correctement nous générer des recettes, nous produire du bon travail. Seulement, il y a certaines figures qui n'ont pas à chanter, je ne veux pas citer. Qui sont revenus, on a pris les mêmes en recommence. Pas seulement qui sont revenus, même qui sont entrés, il y a certaines figures qui n'ont pas à chanter. Ils ne sont pas à leur place. Bon, on est Congolais, je ne sais pas aussi trop sous-estimer les gens, mais ce qui est important, c'est qu'ils comprennent que l'attente est grande. La population attend la conséquence de leur production, la conséquence de leurs prestations. À 5 mois des élections, est-ce que ça aura de l'impact? Non, ils ne sont pas là pour 5, pas seulement. Bon, c'est vrai, le mandat peut s'arrêter à 5 ans, comme ça peut continuer. Si ça continue, ils sont encore là. Ce n'est pas que forcément que, même si c'est lui qui va entrer, même si c'est lui qui peut entrer, en termes de probabilité, il ne va pas aussitôt entrer et puis faire partir les membres des entreprises. Ça prend toujours beaucoup de temps. Donc ils sont là, que ce soit 1 ou 2 jours. Ce qu'on attend, c'est qu'ils produisent un bon travail qui peut, quelque part aussi, aider les Congolais à comprendre que il y a un petit changement dans la gestion, dans l'agir, dans le fonctionnement des entreprises d'État. Et c'est possible. C'est très possible. C'est très possible, très possible. Et c'est comme ça que nous suggérons qu'ils mettent ça dans leur tête, n'est-ce pas? Qu'ils nous produisent un travail qui va nous aider, nous, population, à nous retrouver à travers leur gestion. Voilà. Alors, Christian Moleka, votre commentaire également par rapport à ces nominations, parce que pour certains, on a donné l'impression d'une récompense politique. La première impression que j'ai eue, effectivement, en voyant c'est vraiment que c'était une récompense politique. Et ce qui, malheureusement, s'inscrit de manière structurelle dans la durée chez nous. En 2008, le pays a mis en place la réforme des entreprises publiques, la transformation des entreprises publiques. Certains ont été liquidés, d'autres transformés en commerciales, pour renforcer la compétitivité. Parce que nous avons un portefeuille de l'État composé de beaucoup d'entreprises qui sont, disons-le, boiteuses, et qui n'apportent pas à l'État les ressources nécessaires au développement. C'est pour ça qu'on les appelle les entreprises du portefeuille. Parce qu'ils sont censés porter à l'État le portefeuille financier pour le développement du pays. Et donc, le choix des animateurs, hier longuement décrié, sur le fait qu'on privilégie les politiques, des critères politiques à des critères managériels, semble s'inscrire dans la durée. Ça veut dire que quand vous regardez le profil, vous avez davantage des politiques, ou plus ou moins des nominations sur base des critères politiques, que sur base des critères managériels. Alors qu'on a besoin des managers pour relancer les entreprises publiques, plutôt que des politiques qu'on va peut-être récompenser à la veille de scrutin pour fidéliser, accompagner le président, mais qui ne seront pas des bons managers pour relever les entreprises publiques. On l'a vu dans les passés, et donc si on reprend les mêmes éléments de continuité, on n'aura pas de changement, on aura toujours des entreprises qui servent de lieu pour politiquement caser les gens, mais qui ne sont pas malheureusement au service d'un management de gestion et qui permettent l'efficacité et la compétitivité des entreprises. Voilà. Et alors, d'autres également voient que ce sont les mêmes noms, les mêmes personnes qui ont géré par exemple ailleurs et qui sont revenus. Et là aussi, vous avez un commentaire? Ça, c'est un grand défi de renouvellement de la classe politique. La politique, ce n'est pas de la philosophie. Hein. La politique est un jeu pragmatique. Et donc, on construit la politique sur le réel. Et en termes de réel, malheureusement, c'est qu'il y a un rapport de force qui existe pour l'instant. Et le président ou la majorité au pouvoir ne peut pas changer ce rapport de force s'il n'a pas lui-même créé une majorité qui l'accompagne. Ça veut dire que le président s'appuie sur la majorité Union Sacrée dont il a hérité certains de l'ancien FCC. Et comme cette majorité-là qui l'accompagne et qu'il n'a pas, pendant les 5 ans, travaillé à faire émerger, je dirais, une classe politique nouvelle qui soit les propres émanations de sa philosophie, il est très prévisible qu'on aura les mêmes qui reviennent parce qu'il a besoin de cette même majorité pour la Non, mais pour ces partis politiques-là qui sont membres de l'Union Sacrée, il y a d'autres personnes, ce n'est pas seulement les mêmes têtes. Les partis à plein d'autres membres. Les partis politiques au Congo, c'est des boutiques personnelles. Il faut qu'on ait le courage de se dire les choses. C'est des boutiques personnelles au service de l'ambition de son président ou de l'autorité morale.
Et ceux qui sont membres, ils travaillent d'abord pour les ambitions personnelles et l'autorité morale. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Il faut qu'on soit lucide. À moins que nous changions les partis politiques. Donc, que vous voyez des anciens revenir, mais parce que ce sont toujours eux, les présidents des partis politiques, depuis 10, 20 ans, dans leur parti politique. Et que peut-être qu'ils seront présidents à vie jusqu'à leur mort, président de leur parti politique. Donc comprenez que ce soit eux qui reviennent. Et les militants font autre chose. Partisan, les militants sont au service des ambitions du président du parti. Ils sont là pour accompagner les ambitions du président du parti. C'est comme ça que la politique fonctionne chez nous, que les partis politiques fonctionnent. Tant qu'on n'aura pas revisité fondamentalement la démocratie interne, parce que nous avons beaucoup discuté de la démocratie externe, de l'espace public, mais la démocratie interne au sein des partis politiques, ça ne fonctionne pas. Nous avons des partis politiques à pensée unique, avec des petits Mobutu à l'intérieur des partis politiques, même si on a ouvert l'espace public. Et donc, dans ce mode de fonctionnement-là, on aura toujours ces mêmes personnes qui vont revenir au nom du quota de la parti politique. Alors, il y a une nomination qui est beaucoup appréciée, je ne sais pas si vous êtes de cet avis-là, la dame pilote de RV, qui a été nommée directeur général adjoint à la RV. C'est quand même un bon choix. Mamicho Lobo-Ponchi, que je connais personnellement, que je salue d'ailleurs en passant, est une femme de grande qualité. Je crois qu'elle doit cumuler plus de 2600 heures de vol. Hein. C'est parmi les femmes pilotes de qualité que nous avons dans le pays. Il y a également des anciennes comme Madame Mireille Mangala, que je salue également, qui font la fierté de ces dames qui volent. Et donc, que d'avoir une technicienne, c'est ce que quand je parle de management, c'est ça. Une technicienne qui connaît le problème parce qu'elle a évolué pendant très longtemps dans le secteur et qui soit capable d'apporter des réponses techniques, pas uniquement politiques, c'est toujours important. Donc, une telle nomination, moi je salue parce que la personne a le profil qu'il faut, elle a les compétences qu'il faut, elle connaît les problèmes du secteur parce qu'elle a évolué et donc elle est à même d'apporter des réponses managériales. À Congo Airways. À Congo Airways spécifiquement. Donc, de tels profils, il faut saluer, il faut encourager les jeunes et que les présidents donnent la place à des jeunes comme ça, qui ont de l'expérience. C'est également un signal fort qu'il faut relever. Il y a aussi la nomination de Barbara Kanam qui a fait grand bruit et pourtant elle est aussi technicienne de Front pour la promotion de la culture, c'est son secteur. Bon, moi personnellement, je ne trouve pas intéressant le débat qu'on fait sur elle. Il y a l'acteur ou l'actrice, la musicienne que l'on connaît, mais il y a également l'homme avec d'autres facettes. Donc peut-être qu'on a privilégié d'autres facettes de l'homme et de la personne qui ne sont pas forcément le côté artistique. Et donc, j'ai vu que partout on présentait son CV, qu'elle aurait fait un master en commerce international, donc elle disposerait d'autres compétences à côté des compétences artistiques. Il faut qu'on quitte quand même ce cliché que les musiciens batangaté. Tu vois, c'est un cliché chez nous qui est assez fort. On lit musique avec une culture, alors qu'on a des musiciens comme Vazekwa qui sont des grands intellectuels. On a des musiciens comme Jean Goubal, qui sont des grands intellectuels. On a des gens comme Le Perc qui sont très équilibrés. Donc oui, il y a des musiciens incultes, mais il y a aussi des musiciens qui ont des profils et qui peuvent travailler ailleurs. Par contre, moi, ce qui m'a interpellé, c'est le fait qu'on nomme deux musiciens, donc elle et Marcella, au fond de promotion de culture. En fait, dans ma tête, je me suis dit, au Congo, la culture, c'est la musique. Okay. Ouais, on parle d'un fonds de promotion culturelle, mais les deux acteurs qu'on met, ce sont des gens qui viennent dans le même secteur, c'est-à-dire de la musique. Alors que la culture, c'est très large. Et donc, on ne devrait pas résumer la culture à la musique. C'est très court comme façon de voir les choses. Il faut élargir le champ. Mais Barbara Kanam, j'ai vu son CV, il me semble qu'elle dispose de compétences autres que musicales. Voilà. Les faits sont là, ils sont là, bien que vous avez un tout petit peu critiqué ces nominations, hein, et Christian Mouleka. Mais qu'est-ce que vous recommanderez à ceux qui sont nommés avec le temps qui reste? Non, je ne le dis pas longtemps. Je dis qu'il faudrait maintenant qu'ils nous produisent ce qui est important pour nous, ce qui est utile pour nous. C'est réformer normalement les sociétés, les entreprises, nous produire ce qui est important. Et parce que on parlait de la réforme des entreprises, il y a une difficulté chez nous, c'est vrai. Bon, on peut trouver des managers, c'est vrai, mais la politique a envahi tout le monde, a englouti tout le monde. Donc il est difficile de ne pas avoir des tendances aujourd'hui. Et des gens qui devraient être techniciens, indépendants, mais ils sont toujours à tendance politique, ainsi de suite. Et ça complique lorsqu'il faut faire le choix. Donc c'est un problème sociétal. Je ne sais pas comment on va faire pour que finalement on trouve déjà pratiquement totalement indépendant. On est toujours trempé dedans. Et si ce n'est pas de manière exprimée clairement, mais de manière latente, on est quelque part. Et donc c'est cela la difficulté. Et je pense qu'il faut encore produire de profondes réflexions et pour que finalement on arrive. Parce que l'objectif est d'avoir des gens indépendants. N'est-ce pas? Techniciens, à la tête des entreprises,
pour booster l'économie de notre pays. C'est cela l'attente. Mais parfois c'est compliqué. Deuxièmement, les politiques aujourd'hui, en toute réalité, Gisèle, je ne sais plus différencier, je ne sais pas parler des tendances, je ne sais plus parler du courant, je ne sais pas parler d'idéologie. Ils sont comme ça. Il n'y a pas d'idéologie particulière pour tel autre. La preuve, je peux vous donner, et l'OPPRD hier, bon, quelqu'un qui, finalement, je prends l'exemple du MLC, il quitte l'OPPRD, il vient au MLC, uniquement pour déposer la candidature. Et sur la liste de MLC, on l'accepte, il dépose la candidature à l'instant là, et on l'aligne prioritairement. Est-ce qu'on peut se comprendre? Comment il vient du PPRD? Il ne connaît même pas l'idéologie de votre parti politique. Il ne connaît même pas la philosophie de votre parti politique. Il ne connaît même pas vos objectifs. Mais directement, il vient parce qu'il faut déposer des candidatures. Il dépose la candidature. Et voilà pourquoi je dis, il n'y a pas question d'idéologie dans nos partis politiques. Il n'y a pas question de visions différentes dans nos partis politiques. Et les acteurs politiques aujourd'hui sont pareils. Voyez-vous, il est parfois bête de dire, bon voilà, l'autre est de tel camp. Ça ne sert à rien. Parce qu'il peut changer n'importe quand. Étant donné que vous n'allez pas l'opposer, n'est-ce pas, la notion d'idéologie. Il peut changer n'importe quand, il vient, il va là-bas, il change, et voilà. Et ça sert à quoi alors de dire, bon voilà, tel est de l'autre camp, tel autre est de l'autre camp. Ce n'est pas important. Donc nous avons tout un problème sérieux, et c'est ce qui fait que parfois même pour la gestion, ça pose problème. Si on parlait d'idéologie en toute réalité, quelqu'un qui quitte le PPRD, il intègre le MLC. Seulement parce qu'il faut qu'il postule. Demain, il est élu, vous les confiez des responsabilités. Pensez-vous qu'il va travailler selon votre vision? Parce qu'il ne comprend pas comment vous fonctionnez. Voilà, dans ces conditions, on aura des gestionnaires un peu désorganisés, un peu en dehors de la vision, peut-être de celui qui est à la tête du pays. Alors, la production ne peut pas être très conséquente. Voilà. Merci Pascal. J'en prends le deuxième sujet. Juste un élément par rapport à la réaction de l'opinion. Je crois que l'un des défis auxquels l'UDPS était confronté, et peut-être que ce n'est pas simplement le bilan technique, mais c'était d'incarner une rupture dans les pratiques. Pas seulement dans les pratiques, mais également dans les visages. Parce que le président a beaucoup parlé du renouvellement de la classe politique, et on pensait qu'avec l'avènement de ce nouveau régime, on aurait des nouveaux acteurs qui seraient porteurs d'une nouvelle vision et pas uniquement la continuité. Et le fait même que certains visages emblématiques des régimes passés prennent la place de proue dans le nouveau régime participe à saper la confiance de l'opinion sur ce qu'était la rupture. La rupture, ce n'est pas simplement au niveau, j'ai des pratiques, je dis, mais c'est également au niveau de l'image. Et le travail de l'image, c'est important. C'est toujours important d'amener les nouveaux visages, de mettre à l'ombre les anciens. On l'a fait avec le gouvernement Ilukamba, en refusant par exemple de mettre en place les chefs des partis et de prendre des seconds couteaux. Et donc on a eu un gouvernement qui... Il y a un bon résultat. Oui, non. Le problème c'était politique davantage. C'est la guerre politique qui a mis un terme à cela. Mais c'était un bon départ pour donner aux Congolais le sentiment qu'il y avait une sorte de séparation avec ce qui s'est passé dans les passés. Mais bon, les chefs des partis aujourd'hui ont repris du beurre de la poêle parce que c'est eux qui contrôlent la majorité de l'Union sacrée. Et donc on est revenu à ce même travail d'image qu'on avait commencé en 2019 et qui aujourd'hui malheureusement ne s'est fait plus. Donc c'est important de travailler dans la perception des Congolais sur la rupture en termes d'image. Or, les nominations ne confortent pas plutôt dans l'image cette rupture. Voilà. On prend le deuxième sujet, c'est l'interview que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a accordée à son porte-parole, Pascal Ovondié. Elle a dit, le chef de l'État a répondu aux préoccupations des internautes via cette interview. Le format, de façon générale, quelle analyse vous faites de ce format? C'était une bonne façon de faire, de répondre à travers son porte-parole? Et votre analyse? Non, moi je pense qu'il répond aux préoccupations des Congolais. Pas seulement internautes, parce qu'il y a des questions que nous autres là nous posions aussi. Oui. Face à travers son porte-parole. À travers son porte-parole. Et donc son porte-parole, est-ce qu'il n'y a pas de restriction de certaines questions? Effectivement, c'est comme ça que nous avons réfléchi. Moi j'aurais voulu qu'il soit en face d'un journaliste qui n'est pas dans sa ceinture. En dehors de sa ceinture, il y a un journaliste chevronné, n'est-ce pas, qui pose des questions de façon très dégagée et pousserait le chef de l'État de manière plus engagée également à répondre aux préoccupations de la population, ce n'est pas des internautes, aux différentes préoccupations de la population. De la population à travers... vous voyez, là avec la porte-parole, c'est que
elle va orienter des questions pour que le chef de l'État réponde. C'est que peut-être qu'ils se sont entendus pour qu'ils répondent. Voyez-vous, c'est de cette manière. Nous, en journalisme, c'est pas toujours bon. Supposez que j'étais pas longtemps conseiller du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur veut intervenir. Et il est avec moi sur le plateau. Et c'est moi qui pose des questions. Mais ça ne se fait pas, c'est pas élégant. Voyez-vous, je dois m'effacer. J'appelle un autre confrère. Il pose des questions. On peut s'entendre sur les thèmes et les questions, mais les sous-questions, c'est pour le journaliste. Les autres additions, là, c'est pour le journaliste. Dans son flair, quand son invité répond, il peut trouver une autre fenêtre pour ajuster une autre question. N'est-ce pas? Mais avec votre collaborateur directement, souvent, la scène est carrée. On ne sort pas de ce qui a été entendu avant. Même alors, nous avons suivi le chef de l'État. Il a abordé beaucoup de questions. Okay, nous allons prendre un à un. Bon, si c'est sous votre orientation, alors c'est voilà, normal. C'était d'abord de façon générale le format d'abord. Très bien. Question. Mais si dans le format, là, je ne pas dire. J'aurais J'aurais bien voulu qu'il trouve un autre journaliste d'ailleurs. Et puis, il ferait cet exercice d'expliquer l'évolution des choses aujourd'hui. Et puis, il y a un service de communication à la présidence. Mais il y a un service de communication. Il y a des journalistes accrédités. Pas forcément ce service-là. Il peut sortir son service. Il peut appeler Pascal Ouondje, comme il peut appeler Gisèle Etoko, comme il peut appeler autres journalistes. Et puis, on fait l'exercice. C'est même pas un problème. Voilà, le format, Christian Mondeka. Bon, discutable, très discutable, parce que ça pose la question de la distance. Quelles sont les capacités de la distance d'une personne qui travaille sous votre autorité pour vous poser des questions gênantes? C'est aussi simple que ça. Si je suis sous votre autorité, est-ce que je peux me permettre d'avoir la liberté d'esprit, la distance nécessaire pour vous poser des questions assez gênantes? En étant subalterne, il y a déjà des limites dans ma manière d'agir. Donc le format ne favoriserait pas la distance nécessaire à ce genre d'exercice-là. Moi, j'aurais peut-être voulu, s'il avait voulu garder les formats, parce que c'est elle qui a lancé sur Twitter les mécanismes, d'identifier les personnes et de mettre le président en face de cet échantillon des Congolais. Voilà, il dira, nous avons lancé un mécanisme... Par vidéoconférence. Voilà, ou par vidéoconférence ou en présentiel. Nous avons lancé des questions sur Twitter, une plateforme. Nous avons recueilli 100 Congolais qui ont réagi. Et voilà, on a pris tels qui sont dans la salle et qui vont poser leurs questions. Bien évidemment, on aurait eu une sorte d'échange entre le président et cette opinion-là identifiée. Mais que ce soit la porte-parole, celle qui est censée porter la parole du président, qui soit également la porte-parole de la parole des citoyens auprès du président et qui serve d'interface. Je crois que ce n'était pas le bon mécanisme pour le faire. On aurait pu trouver d'autres approches. Il aurait pu utiliser, comme mon cher frère l'a dit, d'autres éléments, d'autres collègues de la presse et mettre en place un point de presse ou une interview à bâton rompu où il échangerait. Mais ce format-là ne garantit pas la distance nécessaire pour elle-même, pour interroger son chef. Voilà, l'interview a été fait quand même. Pascal Ouondje, on prend le regret du chef de l'État, FCC. Il regrette la rupture de la coalition FCC-Cash. Comment vous jugez cela? C'est-à-dire quoi? Il n'a pas encore été satisfait de l'union sacrée ou comment? Non, moi je ne conseille pas au chef de l'État de pouvoir regretter. Moi je pense que ça a été une bonne chose de mon point de vue. Pas longtemps ici, on parlait de distance qu'on prendrait de ces anciens animateurs qui ne devraient pas continuer à gérer le pays. Et aussi, je pense qu'il y avait des natures très différentes. N'est-ce pas? Vous prenez ceux qui étaient au FCC avec le président Kabila et les additionnez avec ceux qui ont fait l'opposition hier, mais ça ne marcherait pas en toute réalité. Je pense que la rupture a été une bonne chose pour moi. Le problème, c'est dans la collaboration institutionnelle et dans la beauté de la démocratie, dans le respect de la Constitution, lorsqu'on a dit qu'on peut aussi manquer la majorité parlementaire, on peut gagner, en tout cas, le président de la République comme institution. On peut, n'est-ce pas? Donc l'opposition peut gagner un jour la majorité parlementaire et l'autre camp gagne le président de la République comme institution. C'est ce qu'a voulu la Constitution. Mais malheureusement, avec la posture, l'allure que les gens ont pris, vous aviez suivi les discours à son temps, lorsqu'on parlait des coups d'État, de ceci ou de cela, il y avait des comportements un peu démesurés, irrespectueux, ainsi de suite. Et c'était normal
qu'on arrive à la rupture. Le problème, c'est les fous du roi. Selon qu'on soit de tel ou de tel autre camp, on est parfois fou pour faire voir à l'autre que je vous aime et je me bats pour vous. Et dans cette ambiance-là, parfois, les choses ne marchent pas normalement. J'avais vu que le président du Sénat à son temps, comme c'est lui, sinon la présidente de l'Assemblée nationale à son temps, était allé en extrême. Et vous allez vous en souvenir également avec le ministre de la Justice, visiblement, qui nous donnait l'impression qu'il obtempérait tout ce qui provenait de Kingakati. Et c'était normal à ce moment-là qu'on dise non, on ne peut pas évoluer on ne peut pas avoir cette allure-là, on peut stopper les choses. Mais il va regretter quoi en fait, mon point de vue? Il s'est battu. Non, il s'est battu contre ces gens, contre leur manière de gérer le pays. C'était ça le combat, au fait, de l'UDPS. Maintenant que vous avez le pouvoir, et vous regrettez de n'avoir pas travaillé avec les mêmes, j'aurais voulu qu'ils disent, je regrette aujourd'hui que ma collaboration avec Joseph Kabila soit rompue. C'est ce qu'il a dit. J'ai vraiment regretté. Nous vivions une belle expérience dans ce pays. Un ancien chef de l'État pouvait vivre tranquillement et se consacrer à ses occupations sans être inquiété. Et un nouveau chef de l'État pouvait également se consacrer à ses tâches. Malheureusement, cela n'est pas fonctionné. Nous ne pouvons pas faire les duels interdéninement, mais c'est pas non plus mon grand regret. Mais c'est mon plus grand regret. Ça, c'est un bon angle. C'est comme ça que je disais. Joseph Kabila a géré le pays pendant longtemps. Félix Antoine Tshisekedi, entre aujourd'hui, il est en fonction. La collaboration sincère entre les deux allait beaucoup aider le pays. Et pour ça même, moi, je regrette. Ça allait être une bonne chose. Ils échangent, voilà. À quel ouvert? À tel endroit, moi, j'ai connu telle difficulté. Pour l'intérêt du pays, il faudrait que vous posiez tel acte. On allait éviter beaucoup de choses. Ça ne pouvait pas arriver. Je reproche aujourd'hui, par exemple, le président. Je regrette, je déplore aujourd'hui, par exemple, l'agir du président Kabila. Lui-même n'est pas intervenu, mais plutôt ses acolytes sont intervenus. Le président de la CENI initie un cadre d'échange avec les animateurs politiques. Il envoie l'invitation à Joseph Kabila, ses acolytes disent sinon il ne peut pas venir, il ne peut pas répondre. Or, les institutions ont besoin de son expérience. Entre autres ici, le président de la CENI a besoin de son expérience. Quoi de plus normal que d'échanger avec quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience, qui puisse nous dire attention, à tel endroit si vous touchez, ça peut désarticuler ceci ou cela. On allait l'encourager. Et lui ne peut pas suivre ces gens. Mais malheureusement, j'ai l'impression comme si, du fait qu'il ait été président de la République, il souffre du complexe de supériorité. Il ne peut pas aller chez Gisèle, il ne peut pas aller chez Moleka, il ne peut pas aller chez Pascal. Il faut que Moleka aille chez lui, il faut que Gisèle aille chez lui, il faut que Pascal aille chez lui. Nous avons accepté la démocratie. Le pouvoir, c'est 5 ans, c'est l'article 220, renouvelable une fois. Au bout de ton temps, tu pars, tu redeviens citoyen normal. L'autre arrive. Et ainsi de suite. Ce n'est pas parce que vous avez été président de la République que vous ne serez plus allé chez les autres. Non. Je crois qu'il faut que lui partage son expérience aux autres Congolais qui dirigent les institutions aujourd'hui à pouvoir comprendre ce qu'ils peuvent faire, en tout cas nécessairement pour leur pays. C'est cela l'important. Mais si lui doit s'effacer, il doit se replier, il doit garder ses expériences à lui. Mais là, il n'aide pas le pays. Voilà pourquoi je dis, le chef de l'État, là, il a raison. C'est mon regret aussi en même temps. Je pense qu'il aurait dû. En tout cas, qu'est-ce qui l'empêche maintenant, lui, en tant que chef de l'État aussi, d'envoyer l'invitation à son prédécesseur, de voir comment ils peuvent renouer à la fin, c'est la fin du quinquennat. Non, mais il y a encore des mois. Il y a encore à la fin. Ils peuvent échanger. Mais Christian Moleka, par rapport à ce regret, il regrette, mais comment il peut regretter des gens qu'on a accusés tout au long après la rupture, hein, juste avant qu'il était en train de les bloquer? Il y a beaucoup de messages subliminaux que le président a lancés dans ses propos. Il faut les lire dans l'entièreté pour comprendre certaines choses. Et lorsqu'il a parlé des regrets, tel que moi j'ai compris, il n'a pas regretté les personnes, il a regretté l'expérience. Et c'est utile de rappeler l'expérience dans laquelle nous étions en 2019.
c'est que depuis 1960, il n'y a jamais eu dans ce pays une remise et reprise entre un président entrant et sortant, ni entre Kasavubu et Mobutu, ni entre Mobutu et Mouzé, ni entre Mouzé et Kabila, Joseph. Et donc, en 63 ans d'histoire, celui qui entre, soit il a chassé le prédécesseur, c'est ça qu'il dit, un président qui reste dans le pays et qui vit en paix, parce qu'on a eu soit un coup d'état militaire, soit un mouvement armé, comme avec l'entrée de l'AFDEL. Et c'est pour la première fois qu'on a une sorte de passation, d'ailleurs à l'époque on a dit civilisée, qui permettait à ce qu'on assiste à une expérience unique. Cette expérience-là était, et là je partage le point de vue du président, pour le pays enrichissante. Ensuite, le président le dit dans un contexte électoral bien défini. Nous sommes en veille d'élection. Et si vous prenez ces propos-là, vous l'ajoutez avec ce qu'il a dit un peu plus tard, que nous étions dans l'opposition, jamais nous avions eu l'idée de déstabiliser le pays. On nous a approché pour ces choses-là, mais notre leader de l'époque n'en voulait pas. Et que dans le contexte actuel, le président estime, ou son pouvoir estime, qu'il y aurait des Congolais qui comploteraient pour déstabiliser le pays et donc mettre un terme au pacte de stabilité qui s'était installé. Vous prenez ces propos, vous les liez avec les autres là, vous les liez avec ces déclarations à Mbujimaï, et vous voyez le lien entre le regret de cette période de paix, de stabilité que nous avions, et le constat qu'il y a une période de turbulence qui a commencé et que la période de paix est terminée. En fait, c'est ce qu'il dit en sous-main, c'est que la période de paix est terminée, nous sommes entrés en période de turbulence. Et en cette période de turbulence, dont lui tente d'identifier les acteurs, il répète ce qu'il a dit la fois dernière, qu'il sera sans pitié, qu'il ne tolérerait pas l'anarchie, qu'il ne faut pas comprendre démocratie avec anarchie, et que lui n'est pas dictateur, en quelque sorte pour justifier ou défendre les mesures fortes qui ont été prises, et qu'il serait, d'autres quitteraient le pays. En fait, c'est dans ce contexte-là qu'il faut inscrire ses propos, d'une expérience qu'il aurait vu souhaiter avancer, et d'un constat, qui est que nous sommes vraiment dans la période de turbulence. Et peut-être qu'on va aller vers plus de turbulence dans les jours à venir. Voilà. S'il y a un bémol à mettre sur mon bilan, c'est que je ne suis pas satisfait de la justice. Il n'est pas satisfait du bilan de la justice. Mais beaucoup de gens s'étonnent, c'est lui le magistrat suprême. Quand ça ne marche pas, il ne peut pas sanctionner. Bon, oui, mais parce il faut peut-être s'interroger quelles sont les réformes que le gouvernement a mis en place dans le secteur de la justice. Parce qu'un gouvernement, gouverner, je suivais le matin un débat le matin, gouverner c'est pas faire croire, gouvernement c'est faire. Quelles sont les réformes que le gouvernement Sama 1 et le gouvernement Sama 2 ont mises en place pour régler les problèmes de la justice? C'est à l'aune de ces réformes qu'on peut dire, voici les efforts que le gouvernement a formulés. À ma connaissance, je vois très peu de réformes du secteur de la justice, ni en termes d'amélioration de revenus, d'amélioration en termes des lieux de travail. On a recruté de jeunes magistrats, oui, mais depuis qu'on a fait le concours, certains magistrats n'ont pas été jusque-là, n'ont pas prêté serment. Ils attendent encore la dernière nomination pour prêter serment et éventuellement être déployés. On a les cas des anciens magistrats, certains qui ont été déployés dans des conditions très difficiles. On connaît les difficultés, les problèmes de l'appareil judiciaire. Maintenant, ces problèmes ne vont pas disparaître d'un trait. C'est vraiment d'être traités en termes de politique publique. Et c'est là où le gouvernement a péché, parce qu'il n'y a pas eu, de mon point de vue, des politiques publiques profondes pour tenter de réformer la justice. Ça ne va pas disparaître de soi. Oui, il y a un vrai problème, et là le président a peut-être raison de le signifier, il y a un vrai problème au niveau de la justice. Notre justice fonctionne à coups de dollars. C'est celui le plus riche qui gagne le procès. Vous pouvez avoir raison, vous êtes pauvre, vous ne gagnez pas le procès. Les constats, oui, mais quelles sont les réponses que nous apportons pour répondre aux constats? Là, vraiment, il y a un vrai déficit. Alors, Pascal Ounji, par rapport à la justice, est-ce que quand il dit qu'il n'a pas été satisfait tout au long de son mandat, il n'avait pas aussi le pouvoir de sanctionner? Je l'ai trop dit ces derniers temps, franchement, parce que je prends les différentes dénonciations, surtout de l'IGF, qui aujourd'hui n'ont pas produit d'effet. Le cas, par exemple, du contrat chinois. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas, avec les dénonciations que nous avons compris, les détournements des millions de dollars américains, la justice n'agit pas. Et le cas Matata Pogno, vous aviez vu comment la justice a tergiversé. On va à la Cour constitutionnelle, on vient à la Cour de cassation, on va au Sénat, alors on ne s'est pas évolué. Et le dossier 100 jours, vous aviez vu comment
la population n'a pas été satisfaite. Et voilà, il y a beaucoup de dossiers comme ça. Et les différents détournements du régime passé. Donc, c'est oublié et puis c'est passé. Les crimes commis à son temps, c'est oublié et puis c'est passé. Les crimes aussi, si possible, qui sont commis aujourd'hui, c'est oublié et puis c'est passé. Non. Et voilà pourquoi il faut que Moleka parle de réforme. Bon, s'il n'y a pas de fortes réformes, il faut revoir les choses, il faut pousser les choses de manière que les juges agissent normalement. Aussi, les décisions qui surprennent les gens, on condamne une personne aujourd'hui, il va en prison, 2 jours après, il est libre. Il est même Comment nommé. il parvient à sortir? La preuve, vous aviez vu dernièrement avec les kidnappeurs ici, d'autres pas longtemps, c'était en 2001, ont été présentés au ministre de l'Intérieur, Daniel Asiela-Sonton, ils sont retrouvés en prison, mais quelques temps après, ils sont libres, on les arrête encore, mais comment ils sortent? Donc, il y a une certaine complaisance à cet angle-là. Mais il a le droit de nommer et révoquer, le chef. Il a le droit de nommer, il peut aussi révoquer. Voilà. Il faut qu'il y ait des discussions sincères. Parce que c'est pas pour un juge seulement. C'est tout le corps qui pose problème maintenant. C'est tout le corps. Il faut réfléchir à tous les niveaux. C'est pas Gisèle simplement, à titre de personne isolée, mais tout le corps qui ne fonctionne pas normalement. Et les gens sont plus derrière l'argent. Je ne veux pas revenir sur les termes d'Alexis Tamouamba son temps, mais en toute réalité, les juges, aujourd'hui, sont derrière l'argent. Et ce qui fait que on peut condamner quelqu'un aujourd'hui, demain, si on l'approche avec une bonne enveloppe, il change de position et puis il cherche la liberté provisoire. Alors, justement, par rapport à... Oui, il y a trop de cas là. Mais moi, je ne vois pas seulement la justice, de mon point de vue. Je vois l'agriculture. Un secteur qui nous apporterait en fait le développement. Je ne sais pas si vous posez la question, est-ce que vous connaissez même le visage du ministre de l'Agriculture? Moi, je ne le connais pas. Quel est le projet qu'il a pour le pays? Nous avons des étendues qui chantent comme ça. Notre économie jusqu'ici est restée économie de la main tendue. Une économie extravertie. Dans ces conditions, même pour stabiliser les dollars, ça pose problème. Parce que nous, on ne produit rien. On importe tout. Qu'est-ce qu'il fait, ce ministre-là? Le ministre de petites et moyennes entreprises. Quel type de réforme? La loi est là. Interdit la vente en détail, n'est-ce pas, par les expatriés. C'est un marché des Congolais. Mais aujourd'hui, nous voyons, les expatriés font tout ce qu'ils peuvent. Ils vendent en détail tout ça. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Le ministre du Commerce extérieur, son prévalus à quel niveau? Nous pouvons citer autant de ministères comme ça, vous allez vous rendre compte que... Mais ils font quoi en toute réalité? Alors, on revient sur... Cette question, elle est importante. Parce que tout ne peut bouger que lorsque chaque ministre dans son secteur essaie de bouger. Dans le cas d'espèce ici, le ministre de l'Agriculture a une responsabilité énorme pour stabiliser notre économie, même notre monnaie. Tant qu'on n'aura pas produit, tant que nous resterons maintenant à bras ouverts pour accueillir ce qui vient de l'extérieur, mais l'extérieur va nous imposer maintenant sa politique économique. Et voilà pourquoi il faut qu'on bouscule ces ministères. Peut-être qu'ils ne comprennent pas, que les Congolais comprennent qu'ils ne font rien. Il faut les interpeller, leur dire que vous ne faites rien. Voilà. Alors, Madame, il y a des problèmes de fond qu'on peut évoquer. Il y a le problème d'abord du déficit des magistrats. Le pays a une carence de magistrats énorme. Et donc, ceux qui sont en train de travailler sont surcharge parce qu'il y a une grande carence. C'est d'ailleurs pour ça que le président avait voulu recruter 5000 magistrats pour régler les problèmes de carence. Mais ensuite, il y a la précarité. Parce qu'on tape beaucoup sur les magistrats, c'est bien. Il y a la précarité des trains de vie des magistrats. Vous ne pouvez pas mettre des gens dans les bonnes conditions dans les mauvaises conditions de travail et espérer qu'ils vont produire les meilleurs d'eux-mêmes. Il y a, je crois, la loi Lutundu là, qui disait que les conditions de pauvreté sont une prédisposition à la corruption. Donc, vous voyez, donc mettez les gens d'abord dans les conditions idéales pour casser les prédispositions à la corruption. Ensuite, l'éthique, on a inséré le problème d'éthique et des sanctions qu'il faut ajouter. Donc, allons vers les problèmes des fonds. Comment améliorer
les conditions de travail des magistrats, en recrutant énormément. On a recruté les 5000. Encore faut-il qu'ils prêtent serment et qu'ils soient déployés. Vous voyez l'état de nos tribunaux parfois. Hein, parce que, pas seulement à Gombe, il faut aller à l'intérieur pour voir les conditions de nos tripés parfois. Certains magistrats travaillent sous l'arbre. Hein. On connaît les conditions de travail des vies de magistrats. Et l'État doit investir dans ce côté-là. Vous prenez nos services de greffe. Allez dans les greffes. Voyez les conditions dans lesquelles les gens travaillent dans les greffes. Donc, les conditions de travail prédisposent à la corruption. Ensuite, l'absence des sanctions, l'absence d'éthique vient conforter ce problème-là. Donc, il nous faut aller vers les fonds. Malheureusement, dans notre pays, les débats de fonds, on ne les fait pas. Les débats de fonds, les réformes, les programmes, c'est vraiment pas le débat que nous faisons chez nous. Ouais. Et ça manque énormément dans l'action gouvernementale d'avoir des politiques lisibles de réforme secteur par secteur. Autant on le dit pour les entreprises publiques, autant on va le dire pour la justice. Une politique très lisible de réforme, on ne l'a pas vu dans ce ministère-là. Voilà, il y a beaucoup de points par rapport à cette interview du chef d'État. Par exemple, du côté de la répression des manifestations, des arrestations également, il dit qu'il n'a jamais intervenu dans l'arrestation ou libération des opposants, hein, des gens. Et alors, quel commentaire vous faites lorsqu'on sait qu'il y a une grâce présidentielle, lorsqu'on sait que certains propos aussi qu'il a eu à tenir par rapport aux Boloko et consorts? Bon, ce que je constate, c'est que le président, de ce point de vue-là, a tenté de se justifier, hein, tout du moins de justifier ses propos. Et ça tient. La grande difficulté, c'est que vous avez deux présidents. Vous avez un président qui parle lorsqu'il fait des discours structurés, sur papier, et un président qui parle lorsqu'il fait un discours non structuré. Toutes les polémiques que nous avons eues, c'est quand le président parle sans papier. Je ne sais pas si c'est son service de communication qui n'arrive pas à le gérer ou celui qui n'écoute pas son service de communication. À chaque fois que le président parle avec un discours écrit, il y a très peu de polémiques. Mais à chaque fois qu'il parle sans papier, dans un stade, devant les gens, et qu'il parle probablement avec son cœur, il y a toujours des controverses autour des mots, du choix des mots qu'il fait. Et je pense que, plutôt que de se justifier, c'est au service de communication de mieux gérer ses sorties médiatiques en public, notamment lorsqu'il parle sans papier. C'est ça vraiment le grand problème, que ce soit les expressions comme Kombataba, Bandoki, ce qu'il a dit en Bujimaï, c'est toujours sorti lorsqu'il fait un discours non structuré. En sciences politiques, c'est déconseillé en communication politique que le chef parle de manière non structurée. Les propos du chef doivent toujours être structurés. Et même lorsqu'il est en meeting public, vous lui faites des fiches avec des grandes lignes dans lesquelles il reste. Est-ce que c'est lui-même qui parle sans écouter son service? Est-ce que c'est son service qui n'arrive pas à le gérer dans sa communication non structurée? C'est ça vraiment le grand problème de ces sorties médiatiques. Maintenant, sur le fond, il y a ce qu'il dit et il y a le non-dit. Et malheureusement, c'est comme un peu dans la maison. Vous voyez, quand on vient chez vous, vous menacez et que votre papa enlève sa chemise. Si votre père enlève la chemise, les enfants prennent les couteaux. Hein. Ça veut dire, en matière de communication, lorsque le président fait preuve de radicalité, ce subalterne qui sont censés exécuter les ordres que lui donne vont être plus radicaux que lui. C'est pour ça que la parole de l'autorité... Sans son aval. Sans son aval. Je vous dis, à la maison, chez vous, si on vient menacer votre papa, et votre papa enlève la chemise, il va se battre, les enfants, sans son ordre, vont aller prendre les pilons, vont prendre la machette, parce que papa s'est énervé. Donc, en matière de communication, il est non dit est plus important que le dit. Donc, vous ne le dites pas, mais votre non-dit soutient ce genre de compréhension. Et donc, les services qui sont à votre disposition font les ailes. Et quand ils font les ailes, on arrive aux habits. Aux habits qui vont remonter malgré ça vers vous parce que ce sont vos non-dits qui ont été ainsi interprétés. Je crois que le problème, c'est la communication du président, sa manière de communiquer, surtout de manière non structurée. On n'a pas assez de temps pour prendre tous les points, malheureusement. Fidèles téléspectateurs et auditeurs, Pascal Owonze, vous pouvez prendre le point, ça serait le dernier point par rapport à la guerre à l'Est. Il dit que la pression diplomatique, on doit continuer avec la pression diplomatique pour contrer Kagame aussi. Il s'est expliqué par rapport à ses propos d'autrefois qui allaient s'installer à l'Est. Il dit qu'avec l'évolution de la technologie, il n'y a plus question de déplacement. Il peut de loin gérer cette situation et s'en rendre compte. Bon, la question de l'Est, je pense qu'il est le citoyen le mieux informé aujourd'hui au pays. Il a tous les services entre ses mains. S'il pense qu'il faut plus actionner la diplomatie, je pense qu'il comprend ce qu'il fait. Il y a les dossiers d'État. C'est pas les souhaits de tous, hein? Non, il y a les dossiers d'État que nous n'avons pas accès, que nous ne connaissons pas.
sur cette question de l'Est, je crois qu'il a les contours et il connaît bien les raisons que quiconque de cette guerre. Et il peut opter les options par rapport aux raisons que lui connaît. Nous pouvons analyser ici, je ne pense pas que nous ne serons pas en mesure de comprendre. De pénétrer. Je le dis en connaissance des causes parce que j'étais au ministère de l'Intérieur. Okay. Et je le suis, au fait. Alors, le problème ici, c'est que la question de l'Est, il avait dit à son temps que j'allais rester à Goma. Mais Goma, dans ces conditions, surtout, déjà à partir d'ici, on parlait trop des coups d'État et ainsi de suite. Aller s'exposer là-bas, en toute réalité, comme tout humain, c'est pas conseillé. Il peut le faire en distance, comme il le fait. Moi, je ne vois pas le problème. Personne ne peut aller s'exposer, ne peut vouloir qu'il aille s'exposer là où les armes retentissent. Alors, ce qui est plus important dans cette question, c'est comment trouver solution. Comment mettre un terme définitif à la guerre? Comment faire que Bunagana ne soit plus occupé? Comment faire que Rutshuru ne soit plus occupé? C'est là la question. Les attentes des Congolais, c'est par rapport à ça. Ouais. Il est vrai que nous avons une expérience du passé. Et ces gens sont entrés chez nous jusqu'à Goma en 2011. Et ils sont allés jusqu'en 2013 pour quitter, au fait. Pratiquement 2 ans. Et aujourd'hui, ils ont totalisé une année. Et on tend vers une deuxième année. Et il faut un effort, en tout cas conjugué par tout le monde, pour que finalement, on trouve solution à cette question. Lui, en tant que chef de l'État, il doit montrer la voie. S'il opte, comme il le dit là, pour la diplomatie, cela ne voudrait pas dire qu'il oublie le côté armé. Il faut renforcer finalement l'armée, il faut renforcer la sécurité, il faut renforcer également le patriotisme. N'est-ce pas? C'est le tout qui fera que nous puissions gagner la guerre. Je dois vous dire que ceux qui ont tenté cette histoire depuis longtemps, s'ils ne parviennent pas, c'est simplement parce qu'ils ont compris que les Congolais sont un, jusqu'à la preuve du contraire. C'est ce qu'il faut garder jusqu'ici. Si il y a des positions qui vont dans le sens de détruire notre unité, en tout cas en toute réalité, il faudrait qu'on décourage. C'est de l'unité, le renforcement de l'armée, le renforcement des services de sécurité, le renforcement de la diplomatie, que nous pourrons atteindre l'objectif de cette guerre. Voilà, le kiosque est fini. Christian Moleka, on a fini. Il y a d'autres points, nous allons peut-être revenir prochainement, notamment... Juste appuyer ce qu'il vient de dire. Pour moi, au-delà de la diplomatie institutionnelle, le Congo doit travailler dans le lobbying. Nous sommes très faibles en lobbying par rapport à nos voisins rwandais. Il faut mettre suffisamment de ressources dans le lobbying, notamment vers les anglo-saxons. Nous savons tous d'où la guerre a commencé. En sciences politiques, on parle toujours des silence actors, c'est-à-dire il y a les acteurs visibles et les acteurs invisibles qu'on appelle les silence actors. Et les silence actors ne sont pas au niveau de la sous-région, c'est ceux qui sont en train d'utiliser les ressources minérales. Et donc il faut faire du lobbying. Et sur ce point de vue-là, il faut vraiment renforcer le lobbying du Congo. Voilà, l'émission est finie. Merci à Christian Moleka, merci à Pascal Onje, merci à vous tous fidèles téléspectateurs, auditeurs du magazine Kiosque. Merci à Karine Ebebe, à Moro Nzambe, à Doudou Montiri, l'homme de la Lukunga, le coach des kiosques. Nous nous retrouvons mercredi avec le même plaisir. Demain, vous serez avec mon confrère Eddie Kabia. Au revoir.